l'histoire d'une petite Parisienne qui gérait son argent en bonne mère de famille. Moi, je suis entrée à BNP en 1973. Dans le début de ma vie professionnelle, il y avait une fierté, il y avait une certaine morale, voilà. Il y avait une certaine morale des affaires. Et on avait une très grande fidélité à l'entreprise. C'est l'histoire d'une banque qui accompagne la vie des Français depuis les années 60. 44 000 salariés, 1900 agences, 7 millions de clients. Elle est la plus grande banque française. Moi, je travaillais dans une petite agence en banlieue, une agence locale qui s'occupait de clients locaux. Je les croisais quand je faisais mes courses. Je m'occupais de leurs projets, je les voyais se marier, acheter une maison. J'avais le sentiment d'être utile. C'est l'histoire d'une lente dérive. Aujourd'hui, on a l'impression que la seule morale, c'est la rentabilité. Et ça, je pense que ça doit créer des états d'âme pour certains. Au-dessus de nous, c'est un autre monde. Une petite élite de la banque coupée de la réalité. C'est cette élite qui coûte cher à notre réputation. Nous, on est tous les jours en première ligne face aux clients et c'est nous qui devons justifier toutes les dérives de la banque. Le banquier a toujours été considéré plus ou moins comme un voleur, mais il était respecté. Aujourd'hui, il est toujours considéré comme un voleur, mais il est devenu non respectable. C'est pas ce que j'imaginais en rentrant chez BNP. Pourquoi ces salariés de BNP Paribas ont-ils le sentiment de ne plus être en phase avec leur entreprise et rejoignent la contestation de leurs propres clients? Les fraudeurs fiscaux, derrière les barreaux, complices de l'évasion, en prison! Quelle est la première banque française? Quelle est aussi la première banque qui utilise les paradis fiscaux? Eh bien, c'est BNP Paribas. Quand vous discutez avec la grande majorité des effectifs, qui sont en fait des gens qui sont derrière des guichets ou derrière des écrans, mais qui en fait n'ont rien à voir avec des traders, ils sont absolument horrifiés, scandalisés, humiliés qu'on les associe à ce métier-là. Ah tiens, du pognon. Ça c'est passé. À quel prix ce petit établissement parisien est-il devenu en un demi-siècle un géant mondial de la finance? C'est clair que moralement, on se rend compte que d'une certaine manière, on était du mauvais côté des choses. Nous savons tous, les anciens comme moi, que les gens de la BNP Paribas Suisse, ils ont fait ça pour avoir des plus gros bonus. La banque française qui était le plus exposée à la dette grecque, c'était BNP. On dénonce des banquiers hors la loi. Moi, je vois pas des banquiers hors la loi, je vois plutôt des banquiers qui font la loi. Comment la BNP Paribas a-t-elle pris le pouvoir? Comment est-elle devenue intouchable? C'est l'institution la plus puissante et celle qui a le plus d'influence directe et indirecte sur la vie des Français. Nous avons des banques qui ne sont pas contrôlées. Et lorsqu'il y a un contrôle qui s'impose, elles cherchent à contrôler le contrôleur. Ça fait beaucoup. Dans un milieu où le secret est la règle, des banquiers de BNP Paribas, cadres de direction et salariés prennent le risque de briser la loi du silence pour nous raconter de l'intérieur les dessous de leur banque. Une photo symbolise à elle seule le pouvoir de BNP Paribas. Elle a été prise en septembre 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo dans Paris Match. On voit au cœur de la crise une réunion à 2h du matin au ministère des Finances. Et on voit, la photo est magnifique. On croirait un tableau de Bruegel. Elle est splendide. Et politiquement, elle est redoutable. Parce qu'il y a là, je me souviens, Pérol, le conseiller de Sarkozy. Il y avait le conseiller de François Fillon. Il y avait Christine Lagarde, la ministre des Finances. Et puis on voit que tous les regards convergent vers un homme dont on ne voit que la silhouette. Le photographe l'a pris de dos. C'est Michel Pebreau.
Michel Peybraud est à cette époque le président historique de BNP Paribas. Michel Peybraud, c'est quelqu'un qui décide de faire un empire, qui comprend, et c'est assez génial de sa part, que le monde financier va devenir un monde non seulement incontournable, mais sur lequel la puissance d'un pays peut aussi s'asseoir. Michel Peybraud, c'est celui qui va offrir, avec la construction de BNP Paribas, une puissance mondiale à la France sur les marchés financiers. Pour bâtir son empire, cet homme très discret a tissé un redoutable réseau d'influence au cœur de la République, au point d'être surnommé le parrain du capitalisme français. Jacques Despons a passé l'essentiel de sa vie professionnelle à la BNP. Il était membre du comité de direction aux côtés de Michel Peybraud pendant plus de 10 ans. Michel Peybraud, parrain du capitalisme, je l'ai lu, je l'ai entendu comme vous. Je ne suis pas sûr que ça l'enchantait de ce qualificatif. Je ne suis pas sûr que c'était un compliment dans la bouche de ceux qui l'employaient. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'il était et il est encore très respecté sur la place de Paris. Michel Peybraud a construit la première banque européenne. De Paris à New York, en passant par Singapour, Londres et Genève, elle est aujourd'hui présente dans 78 pays et compte 190 000 salariés. C'est la 4e plus grande banque du monde. BNP Paribas est beaucoup plus puissante que Total. BNP Paribas est beaucoup plus puissante que n'importe quelle entreprise du CAC 40. Tout simplement parce que BNP Paribas finance l'intégralité de ces entreprises du CAC 40. Et aussi parce que, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi l'un des acteurs de la dette française, c'est-à-dire du financement de l'État français. Au départ, pourtant, en 1966, la BNP, la Banque nationale de Paris, est encore une petite banque née de la fusion du comptoir d'escompte de Paris et de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie. Nous sommes à l'époque des 30 Glorieuses, en plein boom économique. La BNP est encore une banque publique. Elle a 2 objectifs: financer des petites entreprises et convaincre les Français d'ouvrir des comptes bancaires plutôt que de conserver leurs économies sous leur matelas, quitte à les bousculer avec des campagnes publicitaires provocantes. Je parie que je vais vous convaincre d'ouvrir un compte à la BNP. Si je vous convainc, j'ai gagné. Si je ne vous convainc pas, je n'ai pas gagné. Mais vous y perdez beaucoup. En devenant le sponsor de Roland Garros, la BNP s'invite une nouvelle fois dans le salon des Français. Jeu, set et match. Cette image de la banque suscite la fierté des salariés. Je suis entré en BNP, comme on disait à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand on rentrait dans une grande entreprise comme la BNP, c'était pour y faire carrière jusqu'à la retraite. On entrait dans une entreprise, on faisait corps avec son histoire, avec sa culture. Et c'était une expression qui était employée couramment par les jeunes cadres de mon époque. Dans les années 70, on entrait en BNP. À l'époque, on avait une très grande fidélité à l'entreprise parce que on rentrait souvent peu diplômés. Il y avait à ce moment-là beaucoup de personnes qui gravissaient les échelons. Il y a des personnes qui rentraient coursiers et qui terminaient cadre de direction. Ça, c'était le grand mythe, mais ça correspondait à une réalité aussi. Un mythe qui s'écroule en 1993, l'année à partir de laquelle plus rien ne sera comme avant. BNP comme banque nouvellement privatisable. La commission ad hoc a en effet proposé au ministre de choisir la BNP pour ouvrir le bal des privatisations. Merci, mesdames et messieurs. Le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, annonce la nomination de Michel Peybraud à la tête de la banque. C'est le début de la transformation de la BNP. En 1993, Edmond Alphandéry était le ministre de l'économie en charge du dossier. Oui, l'objectif, au fond, de ces privatisations était de permettre aux entreprises françaises de retrouver la liberté de manœuvre, les marges de manœuvre pour se développer, pour croître. Et pour certaines d'entre elles, si elles en avaient la capacité, de devenir des champions mondiaux. Le métier de la banque, le métier de la BNP, c'est de mettre de l'huile dans les rouages de l'économie pour faire avancer les entreprises. Et chacun dans sa vie de tous les jours. La BNP va être privatisée.
permettre de grandir et d'aller plus loin. Bientôt, vous pourrez devenir actionnaire de la BNP et grandir avec elle. BNP, grandissons ensemble. Grandir ou mourir. Dans les années 90, toutes les banques sont dans cette logique. Pas une année ne se passe sans qu'un établissement bancaire n'en rachète un autre. Michel Peybraud a une ambition pour sa banque. Devenir numéro 1. Pour cela, en 1999, il va mettre la main sur la plus grande banque d'affaires française, Paribas. Avec Paribas, BNP change de dimension et surtout de style. Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous accueillir chez l'un des plus prestigieux groupes bancaires et financiers du monde, Paribas. Ici, ni guichet, ni petits porteurs, mais des clients fortunés et des grandes entreprises. C'est d'ici qu'ont démarré les premières autoroutes privées. C'est d'ici qu'a jailli le pétrole français en mer du Nord. C'est ici que chaque jour, Paribas entreprend, innove et réussit. Madame, Monsieur, vous aurez prochainement la possibilité, vous aussi, d'en devenir actionnaire. En fusionnant BNP et Paribas, Michel Peybraud vient de donner naissance à la première banque française. Gilles Huard était trader dans les salles de marché de Paribas quand Michel Peybraud lance son offensive. Cette fusion, lorsqu'elle arrive, je crois qu'il est 10h du matin, lorsqu'elle est annoncée, la salle des marchés de Paribas, d'un seul homme, sans se concerter, se lève et tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit parce que, d'abord, c'est un coût financier énorme en termes d'image, de rayonnement de la France, en termes de risque financier, c'est énorme. L'issue, elle s'est avérée être plutôt favorable à Paribas, puisqu'on se retrouvait avec une banque qui était extrêmement complémentaire, beaucoup plus complémentaire qu'on aurait pu penser. Donc, en fait, c'est un mariage win-win, où tout le monde y gagne, en fait. Tout le monde y gagne, et c'est pour ça que ça a si bien fonctionné derrière. Grâce à ce mariage, Michel Peybraud devient le banquier de l'économie française. Paribas, c'est quoi? C'est d'abord des participations qui sont gigantesques dans une grosse partie de l'industrie française à travers une cathédrale de holding où là, ils sont actionnaires de référence de compagnies comme Lafarge, Total, Pernod Ricard, ainsi que GDF Suez. Ce dont va jouir BNP Paribas pendant une dizaine d'années, c'est d'être vraiment en position centrale au sein du capitalisme français. Cette fusion, c'est donc la rencontre de deux univers que tout oppose. D'un côté, la BNP, une banque de dépôt classique. De l'autre, Paribas, la Rolls-Royce de la banque d'affaires. C'était pas facile, hein, car c'était deux banques très différentes l'une de l'autre. On a même parlé du mariage du grand bourgeois et de la femme de chambre. Je dois dire que comme BNP, je n'ai jamais accepté ce qualificatif, car quand même, c'est la BNP qui a acheté Paribas et pas Paribas qui a acheté la BNP. Les salariés de Paribas, ils se considéraient, du fait qu'ils étaient banque d'affaires, un peu comme les seigneurs de la banque. Et les BNP, c'était plutôt les prolos, enfin beaucoup plus, voilà, c'était plus, c'était moins noble. Les gars de BNP, ils avaient quand même une certaine admiration pour nous, mais ils considéraient qu'on était des escrocs. Et nous, on pensait, c'est des nuls, on va les sortir, parce que on est là pour faire de l'argent. Trader chez Paribas, Philippe Plousky a poursuivi sa carrière chez BNP après la fusion. À Noël, il n'y avait pas des guirlandes partout, des boules et des Pères Noël, ça n'existait pas. Du jour où BNP a fait la fusion, à l'agence du personnel, c'était comme à la maison. Limite, il n'y avait pas un sapin avec des boules, des cadeaux, les gens... c'est une autre culture, plus populaire, plus proche. C'est normal pour une banque de réseau. Une banque de réseau doit être proche de ses clients, et elle était proche de ses clients. Nous aussi, on était proche de nos clients, mais c'est pas... Quand on a vu les salaires, quand on a vu les voitures de fonction, quand on a vu les bonus des collaborateurs de Paribas, on a été très surpris. Chez BNP, les gens venaient pas travailler ni en Porsche, ni en Jaguar, ni en... C'était pas bien vu, quoi. C'était pas un truc qu'on fait.
M. Paribas, tout le monde s'en fout. Enfin... Les free-free, c'était de la part des collaborateurs de la BNP qui ne voulaient pas être traités comme des femmes de ménage. Quand on disait free-free, ça voulait dire fric et frime. Free-free. Au-delà des mots, ces anecdotes témoignent d'un changement profond. Pour le nouvel ensemble BNP Paribas, le virage est radical. Au début des années 2000, la banque devient notamment un temple de la spéculation financière. Il y a eu effectivement des années 2000 où il y avait de la croissance. Souvenez-vous, on a eu le boom Internet justement au début des années 2000, donc une nouvelle économie qui arrivait. Il y avait beaucoup moins de régulation qu'aujourd'hui, et donc le business se faisait quand même plus facilement. Et donc on a bénéficié d'une golden decade, d'une décennie d'or, en or, qui permettait de faire du business facilement avec de la nouvelle économie, pas trop de régulation, et puis un outil qui était taillé pour faire du business. La culture banque d'affaires de Paribas l'emporte sur la culture banque de dépôt de BNP. Avant sa fusion avec Paribas, l'activité de la BNP était répartie également entre sa banque de réseau pour les ménages et les entreprises et sa banque d'affaires présente sur les marchés financiers. Mais entre 1998 et 2007, son activité sur les marchés financiers va être multipliée par 6. BNP Paribas y investit désormais plus de 1000 milliards d'euros. Avec ce changement de stratégie, la taille de la banque explose. Elle ressemble de plus en plus à ce que l'on appelle une banque casino. BNP Paribas se présente comme une grande banque de réseau. Cela étant, elle est très emblématique des banques dont le modèle d'activité a considérablement évolué au tournant des années 90-2000. Ces grandes banques, comme la Deutsche Bank en Allemagne, qui de plus en plus ont adossé leur activité au marché de capitaux. En gros, quelque chose qui était anecdotique, qui était la finance de marché, en gros la spéculation financière, est devenu absolument gigantesque. Et s'est introduit au cœur des banques traditionnelles, protégées par elles et développées par elles. Et BNP Paribas est le symbole de ce mélange de la banque traditionnelle et de la banque de marché ou de spéculation, et donc a parfaitement réussi dans ce domaine-là. Une réussite financière peut-être, mais pour les clients et les contribuables, c'est nettement moins sûr. En mélangeant la banque traditionnelle et la banque d'affaires, BNP Paribas devient gigantesque. Problème, l'argent des petits clients se retrouve dépendant des soubresauts de la finance mondiale. Il y a des millions de gens qui ont leur salaire ou leur retraite ou leurs économies d'artisans, de patrons de PME chez BNP. Et jusque-là, quand les banques étaient séparées, BNP faisait un travail au service des PME du coin, au service du bâtiment du coin, pour faire fructifier l'argent qu'il avait. Mais il n'avait pas le droit de prendre des risques. Et puis quand les deux structures sont ensemble, c'est génial, c'est fromage et dessert, parce qu'on peut spéculer sur les marchés financiers avec l'argent de monsieur et madame tout le monde. Donc ça donne des ressources beaucoup plus importantes, très, très faciles d'accès. Et si on gagne des milliards, ces milliards vont pour les traders et pour les actionnaire. Et si on perd des milliards, si on perd tout d'un coup 10 milliards, on va aller voir le ministre des Finances en disant « Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas nous laisser tomber, sinon il y a 4 millions de gens qui vont être ruinés. » Et c'est ça où il y a, disons, cette dangerosité toute particulière de ces institutions qu'on appelle « too big to fail », trop grosses pour faire faillite. Ces institutions trop grosses pour faire faillite ne sont pas des institutions solides et résilientes. Elles sont tout simplement trop grosses pour faire faillite. Et donc, lorsqu'il y a des difficultés, il y a obligatoirement le soutien des États ou le soutien des banques centrales. Donc on se retrouve plutôt dans une situation de prise d'otage par ces très très grandes banques de l'univers politique et des gouvernements. On ne peut pas les laisser tomber. À propos d'argent, la plupart des bourses mondiales se sont effondrées ce matin.
Tous les milieux financiers s'inquiètent en fait du dépôt de bilan d'une des principales banques américaines, un géant. Lehman Brothers existait depuis 158 ans. Elle a demandé à être placée sous la protection de la loi sur les faillites. Une banque emportée par la crise des subprimes qui crée la panique dans les banques outre-Atlantique. À l'occasion de cette crise, BNP Paribas va révéler toute sa puissance et surtout son influence sur les pouvoirs publics. Alors qu'aux États-Unis, le système financier s'écroule, à Paris, Gilles Huard était responsable des marchés d'échange quand tout a commencé. Là, on a beaucoup de recul, on a presque 10 ans de recul, mais lorsque vous arrivez en 2008 et qu'on vous dit il y a des crédits alloués à des individus, des particuliers américains qui sont mal remboursés, pas remboursés, c'est lié à une hausse des taux de la Fed et ainsi de suite, vous vous dites, bon ok, c'est une crise qui est purement américaine, qui est une crise immobilière, et vous ne prenez pas en compte la mesure de la crise. En juillet 2007, la crise est encore circonscrite aux États-Unis. Au départ, dans l'esprit de BNP, rien ne peut l'atteindre. Comme le déclare sûr de lui le numéro 2 de la banque, Baudouin Pro. L'exposition de BNP Paribas sur le marché des subprimes est marginale. Nous ne serons pas impactés par la crise. Déni ou incompétence? 8 jours plus tard, BNP Paribas est la première grande banque européenne à être touchée. Le 9 août 2007, la crise des subprimes débarque en Europe. Et donc on avait un petit bout de subprime chez nous, un petit germe, un petit ver dans la pomme. Et à ce moment-là, tout le monde s'est dit la crise peut toucher l'Europe. La crise peut effectivement créer un effet domino qui est beaucoup plus fort que ce qu'on peut penser au départ. Les gens se sont dit, oh là là, mais si dans des fonds monétaires d'une grande institution comme BNP Paribas, il y a des subprimes, où est-ce qu'il y en a par ailleurs? Et on a une crise de confiance qui se crée entre banquiers. Donc on ne savait pas très bien si le monde n'allait pas s'écrouler, si le cœur du réacteur n'allait pas fondre et s'effondrer. Michel Pébro lui-même, dans les premiers jours de la crise, a convoqué ses propres équipes pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de sa propre banque. C'est-à-dire que Michel Pébro lui-même, à la tête de sa banque, n'avait pas l'intégralité du fonctionnement en tête et ne voyait pas comment se passaient les fuites de capitaux et surtout comment se passaient, où étaient les risques. Alors que la situation semble lui échapper, Michel Pébro est invité à Bercy en plein cœur de la nuit pour prodiguer ses conseils à la ministre de l'économie Christine Lagarde. En aurait-il profité pour rappeler à la ministre que les grandes banques françaises ne peuvent pas faire faillite sans risquer d'entraîner le reste de l'économie? C'est à cette occasion que la fameuse photo de Michel Pébro dans le bureau de la ministre a été prise. Cette photo de Michel Pébro, elle a choqué parce qu'elle était dans Paris Match et que normalement ces choses-là ne se montrent pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs cette photo est sortie. Elle n'aurait pas dû, je pense, sortir. Mais c'est quelque chose que tout le monde savait. Je dirais même cyniquement, c'est bien que c'était dans un bureau à Bercy et que les gens de Bercy n'aient pas eu à se déplacer pour aller dans le bureau de Michel Pébro. On est toujours dans l'idée qu'en fait, depuis cette évolution de la finance et la privatisation de BNP Paribas, les ordres sont passés dans l'autre sens. Et que d'une certaine manière, dans l'espèce de panique qui a suivi 2008, eh bien, les pouvoirs publics ont en effet demandé à BNP Paribas ce qu'il fallait faire. Et comme par hasard, ce qu'il fallait faire, c'était apporter une production illimitée aux banques. 20 milliards d'euros sont injectés par l'État pour sauver les banques, dont 5 milliards rien que pour BNP Paribas. Grâce à cet argent public, la première banque française est renforcée. Elle en profite au même moment pour racheter Fortis, la première banque belge au bord de la faillite. Alors que le monde est en crise, BNP Paribas devient la plus grande banque européenne. On pouvait raccrocher une opération, on raccrochait, on avait passé 30 secondes, une minute au téléphone, et vous aviez fait 500 000 ou 1 million. J'ai le souvenir qu'en octobre 2008, on a fait autant en un mois que ce qu'on avait fait en 9 mois 2007.
octobre 2008 a été le meilleur mois qu'on ait jamais fait sur le marché des changes à ce moment-là. C'est tout le paradoxe. BNP Paribas sort de la crise de 2008 plus puissante encore. Comment cela s'explique-t-il? Quels réseaux permettent à la Banque française d'avoir autant d'influence? On ne peut pas demander la garantie de l'État et tolérer le moins du monde les dérives scandaleuses constatées ces dernières années. Au lendemain de la crise, l'injonction du président de la République masque une réalité plus complexe pour les décideurs politiques. BNP, comme d'autres grandes banques françaises, entretient des relations très étroites avec son ministère de tutelle, le ministère des Finances. Et pour cause, hauts fonctionnaires et banquiers sont parfois les deux faces d'une même pièce. Michel Peybraud fait partie de ceux qui ont très vite compris l'intérêt à nouer des liens très forts entre le secteur bancaire et la haute fonction publique. Le secteur bancaire, en recrutant dans la haute fonction publique, parvient à étoffer son carnet d'adresses, à établir des connexions qui vont lui être très utiles ensuite pour peser sur les décisions politiques, pour influer sur ces décisions politiques. Et l'intérêt d'un haut fonctionnaire d'aller faire un tour dans le secteur bancaire, c'est tout simplement les écarts de rémunération entre les deux. Cette logique-là fait que le fonctionnaire, c'est que son rêve dans 5 ans va être évidemment d'être embauché. Il est extrêmement difficile de traiter comme un chien son futur employeur. Donc je dis pas qu'on tord la réalité, mais enfin on va être particulièrement sensible quand même aux arguments de la personne qu'on est censé contrôler. Et puis celui qui est passé de l'autre côté de la barrière, il garde tous ses anciens contacts. Il peut laisser entendre qu'il fera venir l'un et peut-être pas l'autre. Donc on est dans un monde où rien n'est dit, où tous les gens en eux-mêmes peuvent se regarder dans la glace, ils n'ont rien fait d'ignoble, ils n'ont pas touché d'enveloppe, mais on est dans le système du copinage. Jacques Despont est lui-même passé plusieurs fois par le ministère des Finances parallèlement à sa carrière chez BNP Paribas. C'est avec une rare franchise qu'il nous explique l'intérêt du passage de l'un à l'autre. J'ai profité de ces allers-retours entre le ministère des Finances et la banque. Il faut être honnête, ça a été pour moi un accélérateur de carrière. Parce que quand je suis revenu à la banque, on a naturellement tenu compte de mon expérience au ministère des Finances. En 1993, quand je suis rentré aux côtés de Michel Peybraud, l'année de la privatisation de la banque, j'ai pris les fonctions de directeur du commerce international et j'ai été membre du comité de direction générale. Si je n'étais pas allé au ministère des Finances, je n'aurais jamais eu ces postes. Par exemple, pendant 4 ans, j'étais le directeur des relations avec le comité extérieur de la France. J'étais dans tous les G7, j'étais au FMI. Je travaillais au quotidien avec Jean-Claude Trichet, mon collègue et ami, qui était directeur du Trésor. Donc tout ça, je n'aurais pas pu faire ça si j'étais resté à la banque. Donc la banque avait tout intérêt à le valoriser et à l'utiliser. BNP. Ces initiales signifieraient-elles « Bercy nous protège ». Quels sont les liens entre BNP et le sommet du pouvoir? Une anecdote laisse entrevoir une relation très directe. J'avais laissé un message à Henri Guénaud, qui à l'époque était le conseiller spécial de Sarkozy à l'Élysée. Et je me suis dit, après tout, s'il y a une chance sur 50 qu'une de nos idées soit reprise par Sarkozy, ça se tente. Je perdrai peut-être 1 heure, mais voilà. Et donc, je laisse un message à Guénaud en disant, si vous voulez qu'on se voit, je serai heureux. Bon. Il me reçoit 1 semaine plus tard et j'arrive avec tous mes graphiques pour montrer la dette qui monte en Chine, le fait qu'on n'a rien réglé, le fait que ça peut péter n'importe quand. Et j'explique qu'est-ce qu'on peut faire en France et au niveau européen pour réguler la finance. Et Henri Guénaud me dit, je partage votre inquiétude, je partage votre inquiétude. Et je lui dis, mais alors pourquoi vous ne faites rien? Le bureau d'à côté, c'est le président Sarkozy, pourquoi vous ne faites rien? Et là, Henri Guénaud me crache le morceau et me dit que celui qui a vraiment l'oreille du président, c'est Michel Peybraud, le patron de BNP Paribas, qui vient régulièrement, toutes les 2 ou 3 semaines, je crois qu'il me dit, dîner à l'Élysée, et qui explique que les banques françaises vont bien et qu'il ne faut pas changer de politique. Donc là, j'étais quand même, je ne sais pas comment on dit poliment, sur le cul, comment j'étais abasourdi. Quand on est au premier étage de l'Élysée, un bureau immense, vue sur le jardin, il vous donne sa carte de visite, une carte bien épaisse où il y a marqué conseiller spécial du président. Mais finalement, Henri Guénaud explique que le vrai conseiller spécial du président, c'est Michel Peybraud, le patron de BNP Paribas.
Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Dans tous les pays, le lobby financier est probablement le plus puissant. Devant l'énergétique, devant la pharmacie, devant les autres gros mastodontes. Mais en France, c'est infiniment pire qu'ailleurs parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Cette influence sur le monde politique fonctionne à merveille. Reste à convaincre les Français que la crise de 2008 n'a rien coûté aux citoyens. Quand il y a eu un plan de soutien aux banques, tout le monde a pensé qu'on aidait massivement les banques. Un an plus tard, on peut faire les comptes. Faisons les comptes. Tout a été remboursé, l'État a touché 2 milliards. Donc ça n'est pas le système bancaire français qui a coûté aux contribuables. Donc il faut simplement, les faits sont têtus et il faut partir des faits. C'est techniquement exact, c'est-à-dire que les contribuables français n'ont pas versé de l'argent à BNP Paribas. Mais là où BNP Paribas fait preuve d'hypocrisie, c'est que dans le même temps, le risque s'est répercuté sur un déficit, le risque économique s'est répercuté sur un déficit considérable de la France qui a fait exploser la dette et qui, de fait, va devoir être payé par les contribuables. Dit autrement, ce n'est pas le sauvetage des banques qui a coûté de l'argent, c'est le fait que les banques aient arrêté de financer l'économie et que l'économie s'est effondrée et que là, il a fallu que l'État intervienne pour stopper la crise économique. La crise des subprimes s'est transformée en crise économique majeure. L'Europe est à genoux. Début 2011, BNP Paribas et le reste des banques européennes demeurent fragiles. Résisterait-elle à une nouvelle secousse ? En 2011, cette secousse se produit. À cette époque, personne n'en a conscience, mais BNP Paribas est au bord de la faillite. Très peu de mes collègues, même pas moi, alors que j'étais cadre de direction depuis très longtemps, n'étions au courant de la gravité de la situation. C'est un secret, mais total. L'origine de cette nouvelle crise, le dollar. Cette monnaie utilisée dans la grande majorité des transactions mondiales vient à manquer. Face à l'ampleur de la crise qui s'abat en Europe, les banques américaines ferment le robinet à dollars. Plus de dollars, plus de business. Vous avez les banques américaines qui ne voulaient plus prêter aux banques européennes. Nous avons besoin, chez BNP Paribas, de faire nos métiers en dollars. Et donc, vous n'avez plus de dollars pour pouvoir faire vos métiers. Et donc, effectivement, on a été très gênés pour travailler. Et on est obligé d'arrêter des pans entiers de nos activités. En septembre 2011, dans le Wall Street Journal, le témoignage anonyme d'un cadre de BNP Paribas révèle l'ampleur du problème. La banque dément immédiatement par un communiqué de presse, dans lequel elle déclare se financer tout à fait normalement en dollars. Mais la réalité est tout autre. Tous les matins à 7h30, une réunion de crise a lieu au siège rue d'Antin. Les dirigeants de la banque doivent trouver des milliards de dollars pour continuer de financer leurs activités. Pendant un an, la banque est au bord de l'asphyxie. Aller se coucher le soir avec, sans savoir nécessairement si la banque existera le lendemain, c'est vrai que ça a de quoi déstabiliser. Ceux qui étaient au courant, et ceux avec lesquels j'en ai parlé plus tard, ont eu très peur. Et à ce moment-là, BNP Paribas, s'il n'y avait pas eu la Banque Centrale Européenne, partait dans le mur. Plus que les autres banques françaises, pour une raison très simple, c'était la plus grosse. Et donc, de par ses activités, avait un besoin en dollars plus important que les autres. Mais le vent du boulet est passé très très proche de la tête à ce moment-là. Sans la Banque Centrale Européenne, BNP Paribas allait poser un genou à terre. Cette fois-ci, 1000 milliards d'euros sont mis à disposition des banques européennes par la BCE. Les affaires peuvent reprendre. Face, la banque gagne. Pile, le contribuable perd. Les citoyens n'en peuvent plus de payer pour d'autres. Habilement, un homme politique va reprendre à son compte cette colère populaire. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Pour réduire la taille des banques et leur capacité de nuisance, lors de sa campagne, François Hollande promet une loi qui vise à séparer la banque de dépôt et la banque d'affaires. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Cette idée de séparation bancaire du candidat Hollande est partagée par un ancien haut dirigeant de BNP Paribas. Bernard Arlaurent était directeur général des risques de la banque jusqu'en 2005. Il connaît les dangers que représentent ces établissements, dits trop gros pour faire faillite. Je pense qu'il faut ramener la banque d'investissement dans des proportions où elle risque de faire moins de bêtises. Alors, ajoutez à ça que les banques font peur à chaque fois qu'il y a une crise financière à cause de leur taille, et je pense que c'est une raison supplémentaire pour dire qu'on ne devrait pas laisser des mastodontes bancaires comme ça subsister. On devrait les forcer à séparer leurs activités, en particulier la gestion d'actifs. Donc il me semble qu'on devrait désosser les banques et les obliger à avoir une activité spécialisée. J'aurais eu assez peu de succès à tenir ces propos lorsque j'étais chez BNP Paribas. C'est surtout l'après-crise des subprimes qui m'a amené à ce genre de réflexion. Michel Pébroux, par exemple, était un tenant inflexible de la Banque universelle. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui depuis. Je ne sais pas s'il a évolué, je n'en suis pas sûr. Pour Michel Pébroux, remettre en cause la Banque universelle, c'est remettre en cause l'existence même de BNP Paribas. Une tentative de réforme est présentée à l'Assemblée nationale en 2013. La loi ne séparera rien, ou presque. Karine Berger était à l'époque députée socialiste et rapporteure du texte de loi. Les banquiers sur la loi de séparation et de régulation bancaire ne vont pas jouer de leur carnet d'adresse. Ils seront carrément invités à Bercy pour rédiger eux-mêmes la loi. Donc on n'est plus dans le trafic d'influence, sans utiliser de termes trop juridiques. On est véritablement sur, voilà, c'est à vous d'écrire le texte. Et là, on a évidemment un énorme problème, c'est qu'après, quand le texte arrive à l'Assemblée nationale, repartir en arrière sur certains points va être extrêmement difficile. Je n'ai pas constaté de changement majeur dans la banque suite à cette loi. Pas majeur, mais est-ce qu'il y a au moins eu des changements mineurs? Je vois pas du tout quel secteur aurait pu être impacté. Non, je vois pas. Vraiment, je vois pas, parce que vous avez toujours une banque de réseau d'un côté, une banque d'affaires, mais il n'y a pas eu cette séparation comme on pourrait l'imaginer dans certains pays, où on sépare, où on veut séparer de manière très formelle, avec des dates, avec un calendrier très précis. Vous allez vous séparer, d'un côté la banque d'affaires, de l'autre côté la banque de réseau. Pour l'instant, c'est pas encore dans les faits chez nous. Au moment de la réforme bancaire, BNP Paribas a pu compter sur la bienveillance du ministère de l'économie, mais aussi sur le soutien de l'un des réseaux les plus puissants de la République. Un réseau composé de femmes et d'hommes au plus haut sommet de l'État. L'IGF, l'Inspection générale des finances. Ce sont les meilleurs étudiants de l'ENA. On appelle ça sortir dans la botte. Et donc, tous les ans, ils sont très peu, hein, c'est vraiment une élite excessivement restreinte. Hein. Je crois qu'il doit y avoir un peu plus de 200 inspecteurs généraux des finances actuellement en activité. Ça doit être 6-7 par an, quelque chose comme ça. Et ce sont souvent eux que vous retrouvez à la tête, enfin dans le comité exécutif, disons, des plus grands groupes bancaires français, mais pas uniquement des plus grands groupes bancaires français, mais principalement des plus grands groupes bancaires français. Alors l'inspection des finances, il se trouve que pour des raisons un peu historiques liées aux privatisations, l'inspection des finances a bien égrené dans le secteur bancaire. Et du coup, c'est quelque chose qui se perpétue, mais qui va même un petit peu plus loin, puisque si vous avez suffisamment d'inspecteurs des finances ici ou là, vous arrivez à verrouiller un système. Michel Pébroux le disait à qui voulait bien l'entendre, hein, il se vantait que BNP était le plus gros recruteur de l'inspection des finances, plus évidemment que l'État. Ils seront 18 à travailler sous la présidence de Michel Pébroux. Michel Pébroux est lui-même issu de ce réseau. Il lui doit d'ailleurs son poste à la tête de la BNP. Si Édouard Balladur le désigne pour privatiser la banque en 1993, c'est que son nom lui avait été soufflé par l'ancien président de la BNP, René Thomas, un socialiste, mais avant tout un inspecteur des finances. Vous savez, la vie m'a appris que
Un inspecteur des finances de droite est plus proche d'un inspecteur des finances de gauche que d'un non-inspecteur des finances de droite. Il y a une solidarité au sein du corps de l'inspection des finances qui est redoutable. Une solidarité dont Arnaud Montebourg a pu prendre la mesure lorsqu'il était ministre du redressement productif à Bercy, au moment où la loi sur la séparation bancaire était rédigée. Il dispose d'une influence dans l'administration sur les cabinets ministériels droite-gauche confondus, parce que c'est la même chose, hein, on se refile les mêmes dossiers, hein, c'est toujours pareil. Et donc, finalement, quand des intérêts bancaires sont menacés, le réseau se met en marge des inspecteurs des finances et ils bloquent tout. Alors, s'ils n'arrivent pas à bloquer au niveau ministériel, ils bloquent à Matignon. S'ils n'arrivent pas à bloquer à Matignon, ils bloquent à l'Élysée. Donc, il y a toujours un inspecteur des finances qui veille. Voilà, donc il y a toujours, finalement, des cordes de rappel. Si la crise n'a pas permis une réforme du modèle bancaire français incarné par BNP Paribas, elle a eu une autre conséquence plus inattendue. Elle va mettre un coup de projecteur sur une activité bancaire interdite. Cette activité se déroule au cœur des Alpes, en Suisse. Ce petit pays est depuis près d'un siècle le centre névralgique de la gestion de fortunes offshore. Autrement dit, de l'évasion fiscale. BNP Paribas est la plus grande banque étrangère implantée dans le pays. Pour ses riches clients, la Suisse présente un avantage indéniable, le secret bancaire. Et pour la banque, être en Suisse permet de gagner de l'argent très facilement. Cette filiale suisse est le joyau de l'empire BNP Paribas. Pourquoi on gagne beaucoup d'argent? C'est que quelqu'un qui cache son argent n'est pas très regardant sur ce qu'on peut lui réclamer. Si vous êtes quelqu'un d'honnête en France et que vous voyez que votre banquier vous prend un peu trop de sous tous les mois, vous lui téléphonez et vous dites écoutez monsieur, vous êtes gentil, je change de banque. En revanche, si vous avez caché 5 millions ou 10 millions et qu'il vous trouve tous les 2 mois des charges supplémentaires, vous n'osez pas lui dire grand-chose. Et plus les gens sont des gens malhonnêtes, entre guillemets, plus on peut leur pomper du fric. BNP Paribas va profiter de cette manne. Sylvain Besson est journaliste d'investigation au quotidien suisse Le Temps. C'est l'un des meilleurs connaisseurs des dessous de la place financière helvète. Allô. L'antenne genevoise de BNP Paribas était une sorte de royaume, un peu indépendant. Son métier était protégé quand même par le secret bancaire suisse, qui fait qu'on ne pouvait pas donner le nom des clients, on ne pouvait pas dire au fond avec qui cette banque genevoise travaillait. Ça a constitué une sorte de fief à l'intérieur du groupe et qui, par son volume d'affaires et j'imagine des profits extrêmement conséquents, pouvait défendre une indépendance et dire nous on fait les choses à notre façon. On n'est pas nous dire comment faire notre métier, circuler, il n'y a rien à voir. Cet argent facile pour les banques les conduisent parfois à aller encore plus loin et flirter avec l'illégalité. La loi est pourtant claire. Démarcher les clients européens depuis la Suisse est puni de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Un Français ou un Italien peuvent ouvrir un compte en Suisse, mais un banquier suisse n'a pas le droit de venir les démarcher en France ou en Italie. Ce racolage est interdit. Si la question c'est est-ce que BNP Paribas facilite la fraude fiscale, la réponse est officiellement non. Elle favorise, comme toutes les autres, l'évasion, ou disons l'optimisation fiscale, pour être précis. La fraude, non. Pourquoi? Parce que c'est un arbitrage entre le risque et rentabilité, comme toujours. Il y a des risques qu'on ne peut pas prendre, parce qu'on est une grande banque, justement. Parce qu'il y a une déontologie, enfin j'espère, il y a une déontologie, il y a des règles de conduite. Voilà, non... j'ose pas imaginer, j'y crois pas en fait, j'y crois pas que quelqu'un qui se pointe pour dire c'est pour pas payer d'impôts que je vais ouvrir un compte en Suisse, que BNP Paribas lui ouvre un compte en Suisse. J'y crois pas. Un important gérant de fortune que nous avons rencontré en Grèce va pourtant nous livrer un tout autre témoignage. Il est assigné à résidence dans l'attente d'un procès qui n'a rien à voir avec BNP Paribas.
Ce banquier a travaillé pour BNP Paribas Suisse de 2005 à 2010. Jean-Claude Oswald était responsable de la riche clientèle italienne, espagnole et grecque. Et alors donc là, vous alliez clairement chasser les clients à l'étranger, c'est-à-dire que vous alliez rabattre des clients tout à fait sur le territoire étranger pour le compte pour ouvrir des comptes en Suisse. Tout à fait. Est-ce que ça, vous pourriez me dire, si vous me dites tout à fait, je peux... Ben, tout à fait, dans le sens qu'effectivement, que ce soit à Athènes, Madrid, Rome ou dans d'autres villes, nous allions chercher des clients dans ces différentes villes. Et ça, vous saviez que la législation interdisait d'aller chercher des clients à l'étranger? Effectivement, le fait d'aller vendre des produits à l'étranger est quelque chose d'interdit par les différentes directives européennes. Mais ce n'est pas ce que nous faisions. Nous allons simplement rencontrer des gens en les invitant à venir nous voir en Suisse pour discuter des choses. C'est-à-dire que nous n'allions pas vendre le produit à l'étranger. Vous alliez chercher des clients à l'étranger, et ensuite ces clients venaient en Suisse. Ces clients n'étaient pas encore clients, c'était des gens intéressés à ouvrir un compte en Suisse. Mais après, ils venaient en Suisse. Jean-Claude Oswald oublierait-il que le simple démarchage est illégal? Néanmoins, il nous confirme qu'il captait bien de nouveaux clients à l'étranger pour le compte de la banque. Un document interne souligne que Lugano, l'endroit où il travaillait, était stratégique. Une façon de cibler les riches dirigeants d'entreprises du nord de l'Italie et leur envie de cacher leur fortune en Suisse. 80% des entreprises de taille moyenne sont concentrées dans le nord de l'Italie. Le bureau de BNP Paribas à Lugano dispose d'un emplacement stratégique. Cette captation de clientèle prend une nouvelle dimension en 2006 lors du rachat de la Banca Nazionale del Lavoro. BNP met la main sur un vivier de 2,5 millions de clients italiens. Clairement, pour nous, employés de la Banque suisse, qui nous occupions du marché italien, ceci a changé beaucoup de choses. Nous avions à côté l'infrastructure et le réseau de 1000 succursales. Donc, un changement d'échelle, si vous voulez. Une facilitation du métier, dans le sens que souvent, les rendez-vous nous étaient organisés par les succursales locales. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher le client vient tout seul. Généralement, vous avez le banquier de Bologne, par exemple, qui vous dit, écoute, voilà, j'ai un grand exportateur de viande, est-ce que tu peux venir demain à Bologne et à quelle heure pour lui expliquer les tarifs, etc., de ta banque. Ça lui a permis de rapatrier tous ses bénéfices qu'il avait en Indonésie et en Inde directement en Suisse sans les fiscaliser en Italie. Est-ce que de la même façon, BNP Paribas envoyait ses clients français vers BNP Genève? Alors, je n'ai jamais travaillé sur la France, donc je ne peux pas vous répondre. Par contre, dans les autres pays où je travaillais, effectivement, c'est ce qui se passait. Pratiquement 100% des clients au début des années 2000 et pendant les années 2000 étaient des clients non déclarés. En 2010, BNP Paribas Suisse gérait 40 milliards d'euros pour sa clientèle. Est-ce à dire que 40 milliards d'euros auraient échappé aux administrations fiscales du monde entier? La direction parisienne pouvait-elle ignorer les pratiques de sa filiale? Vous ne pouvez pas être mère de famille et être vierge, il faut choisir. Bien sûr, Paris était pleinement à connaissance des objectifs suisses et de l'atteinte ou non-atteinte de ces objectifs. D'autant plus qu'il y avait des représentants parisiens dans le conseil d'administration de la Banque suisse. Cette filiale était tellement rentable qu'on excusait un certain nombre de choses. C'était très curieux, c'était une banque dans la banque. Habilement, certains collaborateurs mettaient en avant la réglementation bancaire ou fiscale suisse pour ne pas donner à Paris des informations sur tel ou tel client ou telle opération. Personne n'était dupe, tout ça, c'était pas sérieux et tout ça, c'était anormal.
Michel Peybraud lui-même siégera au conseil d'administration de la filiale suisse de 2007 à 2015. Pour l'heure, seuls les États-Unis ont sanctionné la banque. En 2015, la justice américaine condamne BNP Paribas Suisse à une amende de 59 millions de dollars pour avoir aidé des ressortissants américains à dissimuler 1,2 milliard de dollars en Suisse. Pendant ce temps, en Europe, aucun procès. Pourtant, la banque est éclaboussée par de nombreux scandales. Michel Peybraud et sa banque contribuent activement à l'évasion fiscale et donc à l'assèchement des recettes de l'État. Pour autant, cela n'empêche pas le dirigeant de BNP de donner quelques leçons de bonne gestion aux responsables politiques français lors d'un rapport sur la dette. Alors on parle de ce chiffre exorbitant, 1100 milliards d'euros de dette publique, on n'arrive même pas à se figurer ce que ça représente. D'abord, est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave. C'est-à-dire que ce qui est grave, c'est que cette dette est le résultat de 25 années de déficit accumulé. 25 années de déficit pour l'État successivement, ça fait vraiment une gestion qui pose problème. Si nous voulons renforcer notre croissance économique et notre cohésion sociale, il faut absolument mieux gérer nos finances publiques. Merci beaucoup Michel Peybraud d'avoir répondu à notre invitation. Michel Peybraud suggère à l'État de faire des économies pendant que BNP Paribas aide ses clients à échapper au fisc. Un paradoxe qui indigne une partie de la société civile. L'évasion fiscale, c'est 60 milliards, c'est à peu près le déficit budgétaire de la France, c'est quoi, une fois et demie le budget de l'éducation nationale. Donc quand on nous dit il n'y a pas d'argent, il faut supprimer plein de fonctionnaires, on ne peut pas restaurer les hôpitaux, on ne peut pas restaurer l'éducation et les écoles ou les crèches, c'est absolument faux, c'est une question de volonté politique et de lutte contre l'évasion fiscale. Vous me direz pourquoi la BNP Paribas ? D'abord parce que sans banque, il n'y a pas d'évasion fiscale, et puis que BNP Paribas, c'est sans doute une des premières banques, voire la première banque française à pratiquer en plus l'évasion fiscale, 200 filiales dans les paradis fiscaux et judiciaires. Donc on vient réclamer à BNP Paribas notre argent de citoyens. Tout ce qui est paradis fiscaux, c'est un peu tabou. En fait, dans certaines réunions, genre comme les réunions de comités de groupe, où certains syndicalistes ont interpellé des dirigeants sur le sujet, ils se font vraiment vertement envoyer promener. C'est des sujets, vis-à-vis des dirigeants, dont il ne faut pas parler. Proche du départ à la retraite, Elisabeth Assogba est la seule employée à avoir accepté de nous parler face caméra. Les autres responsables syndicaux que nous avons rencontrés, pourtant salariés protégés, n'ont pas voulu prendre ce risque. Devant la colère des contribuables et des employés, des parlementaires décident de donner des gages. En 2012, le Sénat lance une commission d'enquête sur l'évasion fiscale. BNP Paribas, comme d'autres banques, est auditionné. Baudouin Pro, le successeur de Michel Peybraud à la tête de la banque, s'y rend en personne. En conséquence, je vais vous demander de prêter serment et de dire la vérité, rien que la vérité. Pour ce faire, vous devrez la main droite. Je le fais. Madame Lima. Alors, quand Baudouin Pro est venu devant la commission d'enquête du Sénat, il était en terrain conquis dans son esprit. Il venait comme une sorte d'action sans conséquence. Alors je lui ai posé une question qui était de savoir si sa banque avait fait de la publicité pour les mécanismes d'optimisation fiscale, les fameux trusts, toute une série d'opérations. Pouvez-vous me garantir qu'il n'y a pas dans les réseaux de la BNP une incitation de vos acteurs intervenants à pousser nos concitoyens à créer des trusts? D'accord. Alors, il est extrêmement clair que nos équipes de banque privée en France ont pour instruction formelle de ne pas faire la promotion, de notre dispositif de banque privée internationale et donc des outils, y compris le trust, qui sont des outils qui n'ont
pas court en France. Il se trouve que j'avais des documents de quelqu'un qui avait reçu cette publicité, et donc je réinsiste auprès de Monsieur Pro pour lui demander s'il a bien conscience qu'il a prêté serment, et donc il doit dire toute la vérité à la commission, et je réitère ma question. Et il réitère, sans coup férir, qu'il n'y en a jamais eu. De n'encourager en aucune façon les comportements assimilables à de l'évasion de capitaux ou à de la fraude fiscale. Ces documents évoqués par Marie-Noëlle Lienemann, les voici. Ils sont destinés à la formation des banquiers de BNP Paribas Suisse. Les trusts y occupent une place de choix. Ces structures ultra opaques sont prisées des fraudeurs pour échapper au fisc. Les gérants de fortune de la banque sont invités à en faire la promotion systématique à leurs clients. Le marché français est bel et bien visé par la filiale suisse. Je n'ai pas à ce moment-là sorti le document parce que je ne voulais pas qu'on puisse mettre en cause la personne qui m'avait transmis ce document. Donc j'ai saisi les instances du Sénat pour indiquer que sa réponse n'était un mensonge. Il a été décidé de lui écrire pour lui demander, et il nous a fait une réponse un peu lénifiante, et l'affaire n'a pas été plus loin. Baudouin Pro n'a visiblement pas peur. Pourtant, mentir devant une commission d'enquête parlementaire est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Un sentiment de toute puissance régnerait-il à la tête de BNP Paribas? La face cachée de la crise grecque va permettre d'en prendre toute la mesure. Avec son entrée dans la zone euro début 2000, la Grèce connaît une décennie faste. Les banques se pressent à Athènes pour prêter de l'argent à l'État et aux entreprises. Mais la fête s'achève brutalement fin 2009. Le monde entier découvre effaré que l'État grec a maquillé ses comptes et qu'il ne peut plus payer ses fonctionnaires. Le pays doit 140 milliards d'euros aux banques et aux créanciers privés, dont 8 milliards à BNP Paribas. 8 milliards que la banque entend bien se faire rembourser in extenso. Daniel Monevar est économiste spécialiste de la dette publique. Il a travaillé pour le ministère des Finances grec. À cette époque, les banques françaises étaient celles qui avaient la plus grosse exposition à la dette grecque en Europe. Et si la situation continuait à se détériorer, les banques françaises étaient donc celles qui avaient le plus à perdre. Comme BNP ne compte pas offrir ces 8 milliards d'euros à la Grèce, elle va peser de tout son poids pour qu'Athènes puisse la rembourser. Pour cela, elle va tout simplement exiger que la Grèce se réendette encore plus. Mais cette fois-ci, non plus auprès des banques, mais auprès des États et de son bras armé, la BCE, la Banque Centrale Européenne. Sauver la Grèce d'un risque de faillite. C'était tout l'enjeu du sommet de Bruxelles, qui a donc abouti hier soir à un plan d'aide mis au point par l'Allemagne et la France. C'est ainsi que l'Union européenne et la BCE arrivent au chevet de la Grèce. Les États accordent 110 milliards d'euros pour qu'elles puissent continuer à rembourser les banques privées. Une hérésie économique pour de nombreux observateurs. Quand Mme Lagarde est venue nous expliquer qu'on avait trouvé la solution pour redresser la Grèce, je lui dis mais madame, la Grèce est incapable de rembourser ses dettes. Grosso modo, il faudra annuler à peu près la moitié de la dette. Mais M. Courson ne parlait jamais d'annulation de dette. L'idée de ce plan de sauvetage n'était pas de régler les problèmes de la Grèce, de réduire la dette et de remettre le pays sur le chemin de la croissance. Il s'agissait en fait d'un moyen de stabiliser le système bancaire européen. Le FMI, le Fonds monétaire international, est chargé de coordonner toute l'opération. Les règles du FMI sont pourtant claires. Aucun prêt ne sera accordé à un pays surendetté avant de l'avoir aidé à réduire sa dette. On appelle ça une restructuration. Mais dans ce cas, les créanciers privés dont BNP Paribas faisait partie perdraient leurs investissements.
Avec la Grèce, le FMI va faire tout l'inverse. Il va valider un prêt de 110 milliards d'euros initié par les pays européens, alors même qu'il savait que la Grèce ne pourrait pas l'honorer. Cette décision a permis aux banques d'être en partie remboursées. Le lobby bancaire a-t-il fait pression pour obtenir une décision aussi favorable à ses intérêts? L'ancien ministre grec des Finances, Panayotis Romeliotis, représentait la Grèce au FMI. Moi, j'étais témoin. Elle venait tous les jours au FMI discuter avec les cadres du FMI, les experts, pourquoi il ne fallait pas procéder à une restructuration de la dette. La banque française qui était le plus exposée à la dette grecque, c'était BNP. BNP est une très grande banque, très influente, non pas uniquement en France, mais de par le monde. Et par conséquent, un colosse comme BNP pouvait facilement influencer le pouvoir politique et exercer des pressions même auprès de la Banque centrale européenne pour qu'on respecte ses intérêts et retarder la restructuration de la dette. Les connexions sont tout dans l'univers de la banque. Si l'on regarde les événements de 2010, vous vous rendez compte que les principaux acteurs de cette histoire sont tous français. Vous avez Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque centrale européenne, Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire international, et les banques les plus exposées à la dette grecque étaient françaises. Donc même s'il n'y a pas de preuves définitives, on peut voir qu'ils ont joué ou qu'ils ont pu jouer un rôle sur le déroulé des événements, mais ça, personne n'en parle ouvertement. Ainsi, avant d'être directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn a été ministre de l'économie en France. Deux de ses principaux collaborateurs de l'époque, Frédéric Lavenir et François Villeroy de Gallo, sont des cadres dirigeants de BNP Paribas au moment de la crise grecque. La banque peut également compter sur les carnets d'adresses de Jean Lemierre et de Jacques de la Rosière. Cet ancien directeur du Trésor et cet ancien directeur du Fonds monétaire international étaient en 2010 les conseillers spéciaux de Michel Pébreau au sein de BNP. Quant au président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, c'est un proche de Michel Pébreau. Ils ont fait leurs armes ensemble au ministère des Finances dans les années 70. Dominique Strauss-Kahn, mis à part, tous sont issus du corps de l'Inspection générale des finances. Difficile de dire qui a fait pencher la balance. Seule certitude, BNP Paribas a obtenu gain de cause. L'Union européenne, la BCE, le FMI, ils ont tous accepté de prêter à la Grèce alors que le pays était insolvable. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a discuté plusieurs fois ce problème. Les représentants des pays émergents ne voulaient pas entendre parler d'une aide du FMI sans une restructuration préalable de la dette grecque. Mais en définitive, sous la pression des Européens, les représentants surtout français et allemands, la direction du FMI a dû changer ses statuts pour pouvoir financer la Grèce sans restructuration de la dette. Je crois que les Européens ont géré du mieux possible une situation très difficile, que le FMI a géré du mieux possible une situation très difficile, parce que, bien entendu, quand vous avez une décision, il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Si vous ne prenez que ceux qui sont contre, vous pouvez en effet penser qu'il y avait de très bonnes raisons de ne pas faire, mais finalement, qu'a décidé le FMI? Il a décidé d'y aller. Donc l'idée n'était évidemment pas de sauver les banques ou de préserver les banques, et certainement pas une banque en particulier, mais simplement de tenir compte de la situation de fait de crise systémique dans laquelle nous nous trouvions. Les banques européennes semblent néanmoins être les grandes gagnantes de cette opération. Début 2010, elles détenaient 200 milliards d'euros de dette grecque
alors que les créanciers publics n'en détenaient que 36 milliards. 4 ans plus tard, les créanciers privés n'ont plus que 13 milliards d'euros de dette grecque, tandis que les États en détiennent désormais 227 milliards. Le risque, c'est comme l'énergie, ça se transforme et ça ne disparaît jamais. C'est ce qu'il s'est passé avec la crise grecque. Les pertes provoquées par la crise sont passées du secteur privé au secteur public. La seule différence, c'est que les pouvoirs publics peuvent accepter d'enregistrer des pertes dans 20, 30 ou 40 ans. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais les pertes sont là et elles vont se matérialiser. Car comme l'a reconnu le FMI, il est très improbable, ou plutôt même impossible, que la Grèce rembourse ses emprunts. Avec cette crise, les contribuables européens ont hérité d'une ardoise colossale. La BNP, elle, s'est sortie du guêpier grec grâce à un magistral tour de passe-passe. Mais ce qui a fait sa force en Grèce, ses réseaux et ses appuis, devient 2 ans plus tard sa plus grande faiblesse. Cette fois, c'est vraiment la fin du feuilleton BNP Paribas. Après plusieurs mois de négociations, la banque a plaidé coupable hier soir à New York devant le tribunal. Elle a reconnu avoir violé l'embargo américain. L'amende définitive est de 6,6 milliards d'euros. Une amende record annoncée après 8 ans d'enquête menée par l'administration américaine. Les États-Unis reprochent à la banque d'avoir violé des embargos sur Cuba, l'Iran et tout particulièrement le Soudan. BNP a permis au gouvernement soudanais d'accéder au système financier américain et d'engager des milliards de dollars de transactions illégales. Ils l'ont fait en sachant que le gouvernement soudanais soutenait le terrorisme, qu'il commettait des violations des droits de l'homme et qu'il avait donné refuge à Oussama Ben Laden et refusé l'intervention des Nations Unies au Darfour. Pourquoi BNP Paribas a-t-elle violé cet embargo voulu par Washington? Quels sont les liens entre la banque et le Soudan? Tout commence dans les années 80. À l'époque, du pétrole est découvert dans le sud du Soudan et des conflits éclatent aux 4 coins du pays. En 1997, lorsque le Soudan devient exportateur d'or noir, les États-Unis, qui les accusent de financer le terrorisme islamique, mettent le pays sous embargo. La plupart des entreprises occidentales se retirent alors du pays, mais pas BNP. La banque va gérer les pétrodollars qui arrivent en masse. Problème, en pleine guerre, ces dollars permettent au dictateur à la tête du pays, Omar el-Béchir, d'acheter des armes. Comme beaucoup de pays dans le monde, le Soudan n'avait pas accès au système financier international. Il ne pouvait pas emprunter d'argent à l'étranger. Et le Soudan ne pouvait pas non plus emprunter localement, car le pays est trop pauvre. Un pays qui ne peut pas emprunter à l'étranger ou chez lui ne peut pas se lancer dans des opérations aussi coûteuses que la guerre. La guerre est coûteuse. En plus des armes qu'il faut acheter, il faut payer les soldats, les équiper, les nourrir. Être soldat est un métier dangereux et pour cela, il faut bien les payer. Où est-ce qu'Omar el-Béchir pouvait trouver l'argent? Le seul endroit où il pouvait trouver l'argent nécessaire était le pétrole. Et la seule raison pour laquelle il pouvait transformer ses revenus pétroliers en dollars et ainsi importer des armes était que BNP Paribas était prête à financer ses opérations de manière clandestine. Autrement dit, le dissimuler aux autorités américaines. Avec le début de la guerre du Darfour en 2003 et les massacres de masse des populations civiles, la BNP eut une première occasion de se retirer du Soudan. Mais il n'en fut rien. Plusieurs acteurs de ce dossier très sensible dont nous reconstituons les propos nous expliquent pourquoi. On avait une toute petite équipe à BNP Suisse. On l'appelait l'équipe Couscous. Elle était dirigée par un Libanais et avait une relation privilégiée avec plusieurs pays, la Libye, la Syrie.
et surtout le Soudan où elle était implantée depuis 1974. Au moment de la fusion entre BNP et Paribas, l'équipe a continué. Tout le commerce extérieur soudanais passait par nous. Ça fait beaucoup de business. La BNP était devenue la banque de référence, sa porte d'entrée sur les marchés financiers. On a construit un monopole. Ensuite, la guerre éclate. On se dit que ça ne va pas durer très longtemps. Et puis ça a duré. Une banque ne fait pas de politique. Ce n'est pas parce qu'il y a une guerre qui éclate qu'une banque arrête de travailler dans un pays. Si une banque commence à arrêter de travailler avec un pays parce qu'il est en guerre ou parce qu'il y a des problèmes avec les droits de l'homme, alors elle ne travaille plus avec grand monde. Le Soudan était évidemment assez peu présentable, vu que son président était et est toujours accusé par la Cour pénale internationale. Et donc c'était assez peu ragoûtant. Je me souviens en avoir parlé avec les gens du métier, en leur disant « mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» Ils me disent « oui, mais vous comprenez, c'est le principal client de cette équipe et c'est difficile de leur dire du jour au lendemain on arrête ». Le reste de la conversation avait été de ma part de dire « mais on va arrêter bientôt ». Et on m'avait, peut-être pas très fermement, mais on m'avait dit « oui, bien sûr, on ne peut pas continuer ». Plus un pays est pourri, plus le risque est élevé, plus les marges sont importantes, plus vous gagnez de fruits. Et nous savons tous, les anciens comme moi, que c'est dur de la BNP Paribas Suisse. Ils ont fait ça pour avoir des plus gros bonus. C'est la seule raison. C'est pas du tout pour permettre aux pauvres Soudanais de manger. Hein. Ça n'a rien à faire. Si vous saviez, quand ils sont dans leur jaguar, ils sont pas. Hein. Donc, il serait allé sur encore plus pourri s'il y avait... Parce que c'était... c'est mécanique. Enfin, plus vous allez sur un pays pourri, plus la banque a de l'argent. Donc, plus le collaborateur, il a du bonus. Ça, c'est très clair. En 2006, BNP Paribas aurait pu saisir une seconde occasion de stopper ses affaires avec le Soudan. Washington envoie à Paris le numéro 2 du Trésor américain pour exiger des banques le respect de tous les embargos. Mais une fois de plus, rien ne se passe. Michel Pébereau refuse même de rencontrer le représentant des États-Unis. On se souvient très bien, c'était l'année de la réunion du FMI à Singapour. Et donc cette année-là, moi j'allais toujours avec Pébereau, et donc je me souviens très bien que lui, il disait, c'est pas un petit fonctionnaire, enfin pour lui, un undersecretary, c'était vraiment, qui va venir me dire ce que je dois faire dans ma banque. Ça, c'est du Pébereau. Disons, moi, je ne vais pas obéir à un sous-fifre du département du Trésor américain. En mai 2007, les Américains lancent une enquête sur les violations d'embargo de BNP Paribas au Soudan. Un mois plus tard, la banque cesse toute relation avec le pays, mais le mal est fait. C'est dans ce bâtiment au sud de New York que fut lancée l'enquête à l'origine de l'amende. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à enquêter que nous avons réalisé qu'il s'agissait essentiellement d'argent soudanais qui avait été transféré par BNP Paribas. Il y avait des emails qui expliquaient comment ils transféraient l'argent. Cela portait sur des milliers de virements qui étaient faits pour le compte du Soudan et de l'Iran vers les États-Unis. Mais les informations sur les donneurs d'ordre et sur l'origine des fonds avaient été masquées. C'était la nature de ce qu'ils faisaient. C'était intentionnel, c'était délibéré, et cela se répétait encore et encore pour des transactions portant sur plusieurs milliards de dollars. Ma conviction, c'est qu'ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Michel Maréchal a été entre 2000 et 2010 en charge du financement de projets en Afrique pour BNP Paribas. Il a une connaissance intime des rouages de la banque. C'est pas quelque chose qui a été fait en sous-main par un collaborateur, etc. Non. Les volumes financiers sont considérables. La fraude au droit international, puisque c'est les pays sous embargo. C'est un embargo international qui a été bafoué. Non, je ne peux pas
croire l'ombre d'une minute que l'ensemble de la direction générale de la banque d'investissement n'était pas au courant. Durant tout le temps de l'enquête, la direction parisienne de BNP Paribas va jouer la montre. Au cours de l'enquête, BNP Paribas ne s'est pas révélée très coopérative, en tout cas beaucoup moins que d'autres banques. Les autres banques sous enquête, lorsque nous les avons contactées, prenaient le taureau par les cornes. Elles nous livraient des informations rapidement et coopéraient activement. Avec BNP Paribas, on avait le sentiment qu'ils avançaient vraiment lentement, qu'il n'y avait pas vraiment de motivation. Les bros refusaient que la banque plaide coupable. Même si ses activités n'étaient pas conformes à la législation américaine, elles étaient conformes à la législation française et européenne. Ils refusaient que les États-Unis mettent sa banque à genoux. La direction générale, elle est franco-franchouillarde. Et elle ne connaît pas la justice américaine. Elle ne parle pas anglais. C'est la mentalité BNP. C'est un ministère bourré d'énarques et d'inspecteurs des finances. Ils se disent que ça ne peut pas leur arriver, que tout ça finira par s'arranger. J'en ai fait des réunions avec eux. C'est vraiment leur mentalité. La direction de la Banque de financement et d'investissement était persuadée qu'il fine, ça allait se terminer entre un coup de fil entre l'Élysée et la Maison-Blanche, et puis qu'on oublierait tout ça. Méconnaissance totale des États-Unis, je dirais. Mesdames, Messieurs, le président de la République française, François Hollande, et le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama. L'enquête américaine devient une affaire d'État. François Hollande monte au créneau pour prendre la défense de la Banque française en marge des commémorations du 70e anniversaire du débarquement américain en Normandie. Pour moi, ça a été un moment d'humiliation nationale. Personne ne peut avoir le moindre doute sur le fait que le président de la République était le porteur d'un petit papier d'une banque privée. Il s'adressait, alors qu'il a peu de temps à passer avec le président de la première puissance économique mondiale, utilisait ce temps-là pour passer le petit papier de BNP Paribas. Ça montre bien comment le rapport s'est complètement inversé sur qui donne des ordres à qui. Questionné à ce sujet, le président américain apporte une réponse cinglante au président français. The tradition of the United States is that the president does not meddle in prosecutions. We don't call the Attorney General. I do not pick up the phone and tell the Attorney General how to prosecute cases that have been brought. Je ne pense pas que ce type de pression politique fonctionne sur ceux qui travaillent sur ces dossiers. Vous n'avez personne qui appelle et qui dise « Hey, Obama a appelé et retiré $1 milliard de l'amende ». Ça n'arrive pas. Pour la première fois de son histoire, BNP Paribas n'échappe pas à la sanction. Et les salariés, quelquefois, sont licenciés pour des choses extrêmement vénielles, enfin vraiment des choses très légères. Ils n'ont pas respecté une instruction et on considère que l'image de la banque en a souffert, que vis-à-vis de la clientèle. Et à côté de ça, ils s'aperçoivent que des dirigeants ont pu pendant des années se conduire d'une manière très discutable. Ils voient qu'il y a deux poids, deux mesures, effectivement, et c'est une source aussi de mécontentement, d'aigreur, oui, c'est pas bien vécu, parce que on n'est pas face c'est selon ce que vous serez puissant ou misérable, on est toujours dans la logique où quand vous faites partie de réseaux puissants, eh bien vous êtes beaucoup plus protégé. Il faut vraiment des coups de théâtre énormes pour en subir les conséquences. Ladies and gentlemen, the genocide in Darfur continued for 14 years.
Over 3 million people are still living in camps. Stop genocide in Sudan. Stop genocide in Sudan. La banque et ses salariés n'ont pas fini d'entendre parler du Soudan. Aux États-Unis, une class action regroupant des dizaines de réfugiés soudanais poursuit BNP Paribas pour avoir, je cite, participé au financement du génocide du Darfour. Au centre de détention, j'ai été torturé. Ils m'ont battu. Parfois, ils m'ont pendu la tête à l'envers. Cela se répétait tous les jours. Ambrose et sa famille sont réfugiés aux États-Unis depuis 2004. Persécuté par le régime d'Omar el-Béchir, Ambrose a rejoint la plainte collective des victimes soudanaises à l'encontre de BNP Paribas. Ce jour-là, il se rend dans une église de San Diego pour retrouver ses avocats. Mon sentiment à l'égard de BNP Paribas est indécis. S'ils avaient développé le pays en faisant du business, je n'aurais pas eu de problème avec ça. Mais s'ils sont juste venus pour aider le régime à acheter des armes et faire du mal au peuple, je ne suis pas d'accord du tout. Comme lui, ils sont 26 plaignants à composer cette action de groupe représentant plus de 30 000 victimes soudanaises vivant aux États-Unis. Deux avocats d'un prestigieux cabinet de Los Angeles les épaulent. Je m'appelle Lee Crawford Boy. Je suis ici avec mon associé Tom Watson. Nous représentons les immigrés soudanais contre la banque BNP Paribas. Nous dépensons beaucoup d'énergie et de temps pour faire aboutir votre plainte et obtenir justice pour la communauté. Sans la complicité de BNP Paribas avec le gouvernement du Soudan, les violences de masse subies par les plaignants qui ont rejoint notre action de groupe ne seraient pas arrivées. Cette action de groupe cherche à obtenir des dédommagements pour les victimes de l'un des plus grands crimes financiers de tous les temps. C'était l'amende la plus élevée jamais payée aux États-Unis par une banque pour un crime. Qui d'entre vous a eu un membre de sa famille assassiné? BNP Paribas déclare dans sa contestation de la plainte, et je vais vous la lire, « Les actes de violence décrits sont déplorables. Mais BNP Paribas n'est pas responsable de ces actes. BNP Paribas ne les a pas commis et n'a pas aidé le gouvernement du Soudan à perpétrer des abus contre ses citoyens. » C'est leur réponse. Ils défendent l'idée qu'ils n'ont aucune implication dans ce qu'il s'est passé au Soudan et qu'ils pouvaient fermer les yeux sur ce que la presse racontait, sur le fait qu'ils violaient des sanctions. Ils disent n'avoir aucune responsabilité et nous pensons que c'est faux. Malgré l'amende astronomique de 6,6 milliards d'euros payée en 2014, BNP Paribas a toujours affirmé ne pas être impliqué dans les dérives soudanaises. Pourtant, sa responsabilité pourrait être mise au jour avec cette class action américaine. Celle-ci pourrait lui coûter à nouveau très cher. En 2017, BNP Paribas est visée par une nouvelle enquête. Celle-ci concerne le Rwanda. La banque est accusée d'avoir financé des cargaisons d'armes ayant servi au massacre des Tutsis. L'instruction est en cours. Aujourd'hui, BNP Paribas est comme hantée par son passé. Mais elle continue d'enregistrer des bénéfices records, plus de 7 milliards d'euros en 2017. Comme si les amendes et les scandales ne l'affectaient pas. Comme si son pouvoir était immuable. Pour combien de temps encore ?